Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 70189, le Rock Roader, ou en français le tout-terrain de combat. Il contient 406 pièces et coûte la somme de 39,99 €. Il contient aussi deux modes d'emploi que nous allons voir rapidement avant de passer au modèle en lui-même. Le premier se contente avant tout de construire la partie basse du véhicule, comme vous pouvez le voir, et possède la gagne à l'arrière. Le second mode d'emploi, lui, est un peu plus intéressant. Il termine la construction en 70 étapes à peu près, et donc contient aussi les pubs. Donc l'image d'illustration de la vague 2 Rise of the Villains, dont est tiré ce modèle-là, les différents modèles, une pub pour le site, une pub pour l'hôtel Nexonites, encore une, la liste des pièces sur 3 petites pages, et enfin la pub du Lego Club. Le modèle contient donc 4 figurines que nous allons voir ensemble. La première étant Cole RX. Alors Cole RX qui est exclusif à ce modèle-là et qui ressemble à ceci. Alors, il faut savoir que Cole est aussi disponible en version normale Rise of the Villains dans l'Ultra Stealth Raider. Et vous vous demandez quelle est la différence entre la version RX et la version normale de l'Ultra Stealth Raider. C'est simple, c'est son corps, uniquement effectivement l'imprimé de son corps, ainsi que le fait qu'il ait des bras transparents, comme on peut voir avec un petit effet dessus, parce qu'effectivement, hormis le corps, tout est similaire. Même jambes, même tête, et même cagoule. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, nouvelle imprimée pour la tête, et même double imprimée, comme vous pouvez vous en rendre compte. À noter par contre que dans l'Ultra Stealth Raider, vous avez en plus de la cagoule, une épaulette avec fourreau pour épée, ce que vous n'avez pas là. Par contre, donc là, vous avez juste un joli nouveau corps qui a l'air presque manger de l'intérieur. Vous avez aussi un autre petit ninja qui est tout nouveau. Il s'agit de Lil Nelson, à savoir le ninja pourpre, donc un ninja honoraire, qu'on a découvert dans la saison de Skybound, donc qui est très rigolo avec sa petite tenue faite maison. Il vient bien sûr avec sa cagoule, qui est la cagoule classique des ninjas apparue en 2011 et auparavant. Et aussi, il vient avec cet accessoire-là qui est en fait une carte Ninjago, comme vous pouvez voir, donc qui reprend les cartes Ninjago de 2011, avec dessus Kendo Cole. Donc forcément, dans ce cas-là, Kendo, c'était en 2012. Mais ça reprend le même format. Et enfin, donc nos deux méchants, il s'agit de soldats de pierre. Donc le premier n'est pas exclusif, il s'agit du soldat moyen qu'on pourra aussi retrouver dans le samouraï Cave Chaos. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, nos soldats de pierre ont de nouveaux imprimés par rapport à leur version 2013. Voilà, je vous mets un soldat 2013, pour que vous puissiez bien voir la différence en termes d'imprimés de corps et de jambes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Par contre, comme vous pouvez le voir, ils reprennent le même type d'armure rouge et aussi le même type de chapeau pointu. Par contre, tout le monde maintenant aura les têtes rouges. Avant, il y avait soit tête bleue, jaune ou rouge. Là, les deux auront les têtes rouges. Il vient avec un chapeau et aussi qu'un bouclier. Par contre, le bouclier, lui, est exclusif à ce set-là, contrairement à la lame élémentaire qui, elle, reviendra aussi dans le Samurai X Cave Chaos, avec en plus, je vous rappelle, dans ce set-là, vous avez aussi le général Kozo, que vous n'avez pas ici, car effectivement, là, le second soldat de pierre, ce sera un petit soldat, comme vous pouvez le voir. Là encore, pas spécialement nouveau, dans le sens où on l'avait déjà en 2013. Mais comme vous pouvez le voir, là encore, on avait une tête de couleur jaune, alors que là, elle est rouge, et elle vient avec un petit bandana, et par contre, on n'aura pas de car comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, l'arbalète est une vraie arbalète qui tire vraiment, avec la petite gâchette qui va bien, et donc Lego a préféré mettre une munition toute simple à l'arrière. Et voilà pour nos deux figurines, celle-ci vient en plus avec des jumelles, comme vous pouvez le voir, je pense donc qu'on a fait le tour. Passons maintenant aux constructions du set, le premier étant le camp de base de l'armée de pierre. Alors camp de base, il faut le dire vite, il s'agit vraiment et avant tout d'une petite tour de guet, j'ai envie de dire. Voilà, donc qui ressemble à ceci. Alors, en termes de dimension, ça va être du vite vu. On est dans du 8 cm de long, 4,5 de profondeur et 6 à 11,5 de hauteur. 6 cm du sol jusqu'à cette partie-là et 11,5 du sol jusqu'au bout du drapeau, forcément. En termes de comparaison de taille, comparons ça avec Cole, que voici. Et puis après, vous pouvez demander quels sont les mécanismes, c'est très simple. Vous avez déjà un petit mécanisme de lanceur de disque à ce niveau-là, donc qui est caché un peu dans la butte de sable. Si j'arrive à le lancer, voilà, comme ceci.
Et puis après, le reste, vous avez une petite tour de guet faite assez simplement avec quelques pièces, mais qui est plutôt efficace, qui reprend le schéma de couleur des soldats de pierre, même si c'est vrai qu'effectivement, en termes de structure pure et dure, ça fait pas vraiment structure soldat de pierre. Après, il faut bien dire qu'on n'a jamais vraiment eu de structure à part entière pour cette petite armée-là. Donc ça aurait peut-être l'occasion de faire vraiment un truc bien typé soldat de pierre, je pense, mais non, au final, c'est quand même assez générique. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre l'arbalète à ce niveau-là pour vraiment faire tour de contrôle et tour de tir, avec le personnage qui tire ses jumelles au-dessus. Et voilà pour ça, rien de plus à ajouter là-dessus. C'est du classique, hein, c'est une petite structure sympathique sans plus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors du bilan. Passons maintenant à notre véhicule, au Rockroder qui est divisible là encore en plusieurs parties, tout comme le Titanium Ninja Tumbler et d'ailleurs tout comme aussi l'Ultra Stealth Raider. Et donc justement, on va commencer déjà par le petit véhicule détachable qui n'est autre que la tourelle détachable, alors c'est comme ça que c'est appelé. Donc c'est une sorte de petit véhicule volant et comme vous pouvez voir, qui est composé de trois parties. Donc la partie centrale, qui est plutôt simple à comprendre, qui tient sur une 4x4, qui possède des accroches ici pour le raccrocher au véhicule principal, et qui possède aussi, comme vous pouvez voir, une petite cage de sécurité. Par contre, comme vous pouvez le remarquer, nous avons juste un espace de 2 tenons pour la figurine, car en effet, ce véhicule-là est avant tout conçu plutôt autour de l'île Nelson. Comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là, la cage de sécurité passe autour de lui sans gros soucis. Voire même comme ça. Alors, par contre, effectivement, le problème avec ce personnage-là, c'est que la cagoule a tendance à tomber assez facilement. Et effectivement, ce que je dis, c'est que le problème, c'est que quand vous mettez une figurine un peu plus grande, voilà, comme vous pouvez le voir, ça rend un peu moins bien. Donc ça, c'est un peu dommage, effectivement. La partie détachable est avant tout adaptée un peu plus pour l'île Nelson que pour tous les ninjas. Donc je trouve ça un peu triste, mais bon, c'est tout. Voilà, et donc ensuite les parties latérales, elles tiennent sur ball joint, elles sont une sorte de réacteur avec des lames au bout. On reprend le côté un peu rocheux forcément de Cole. Voilà, vous pouvez un peu incliner ça comme vous souhaitez, et ça s'arrête là. Je ne pense pas qu'il y ait plus de choses à en dire. En termes de dimension, on est dans du 11,5 de largeur, du 7,5 de profondeur et du 4,5 de hauteur. Voilà, pour un petit réacteur à l'arrière. Et voilà à peu près pour la comparaison de taille. Comme ceci. On passe maintenant au véhicule en lui-même, le Rockroder, que voici. Alors par contre, j'aimerais bien voir si je suis bien ou pas en termes de focus. Voilà, excusez-moi. Écoutez, je vais vous faire déjà un petit all-around pour vous montrer un peu à quoi ressemble le véhicule avant d'entrer un peu dans les détails. Même si vous allez voir qu'au final, c'est plutôt simple. Je pense qu'il y a vraiment 3 éléments importants à retenir avec ce Rockroder-là. Le premier, ça va être les pièces utilisées sur les côtés du véhicule, qui sont vraiment des pièces assez peu habituelles dans du Ninjago, je trouve, et qui en plus donnent un certain niveau de détail qu'on n'avait pas spécialement auparavant. En tout cas, c'est vrai que c'est un véhicule que je trouve vraiment assez particulier parce qu'il engendre plein d'éléments ensemble, et on a un peu ce côté bric-à-brac qu'on aurait pu retrouver par exemple dans un véhicule de Nia ou encore plus récemment dans le Salvage Mech, effectivement, de Ronin, qui lui aussi prend des éléments un peu de tous les côtés et les assemble. Et donc ça se voit particulièrement, justement, quand on regarde les côtés du véhicule, comme on peut le voir avec l'utilisation ici d'une pièce de train à ce niveau-là, ainsi que par exemple des chaînes mises sur les côtés qui tiennent plus ou moins. Après, vous retrouverez aussi des lumières à ce niveau-là, des katanas ici, des pièces de gris. Et donc, effectivement, ces différentes pièces, en termes de forme, sont assez différentes, aussi en termes de couleur. Donc, on a vraiment beaucoup de choses qui se mixent un peu ensemble, ce qui est un peu étrange au premier regard. Et d'ailleurs, vous noterez aussi que le pot d'échappement ici ne ressort que d'un seul côté. Et donc, là encore, ce côté un peu asymétrique fait que on a ce véhicule qui n'est pas aussi propre, par exemple, que d'autres véhicules Ninjago un peu plus classiques, comme par exemple encore le Tumbler de Zen, si je dois prendre un exemple de cette vague-là. Voilà. Donc ça, c'est un peu particulier, c'est vraiment des éléments spécifiques, je trouve, du modèle. Un des autres éléments aussi, c'est tout ce qui est au niveau du mécanisme. Alors les mécanismes, on va en parler tout de suite parce qu'effectivement, c'est la partie, je pense, la plus importante. Comme vous pouvez voir en termes de construction, après, ça reste très simple. Hein. Ça reste vraiment une surface plate pour la base, et puis après, on va construire au-dessus avec plusieurs pièces pentues ou courbées et autres éléments de détail. Là, ça reste effectivement quand même plutôt simple en termes de construction. Mais là où ça devient intéressant, c'est effectivement en termes de mécanisme en dessous. Voilà. Ah oui, en termes de construction pour la base en elle-même, parce qu'effectivement, après, on verra que c'est assez
le cockpit en lui-même est plutôt intéressant en termes de construction, car il s'adapte un peu au mécanisme. Donc justement, le mécanisme, parlons-en. Alors je pense que vous allez comprendre un peu comment ça marche, rien qu'en voyant ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, on a au bout ici une mitrailleuse lourde. La mitrailleuse lourde est rotative et reliée avec une barre, donc qui passe à travers la brique, à une roue dentée, celle-ci. Cette roue dentée est reliée à, comme vous pouvez le voir, 3 autres roues dentées. Ici, là et là. Donc elles sont toutes liées ensemble. On a une sorte de chemin qui se fait à base de roues dentées. Et ces 3 roues dentées-là sont reliées à une 4e qui est placée au-dessus, ici. Et comme on peut voir, celle-ci elle-même est reliée à cette partie-là, à une sorte de roue. Et donc vous dites, bah, c'est bien, mais la roue, elle ne touche pas le sol. Car en effet, pourquoi elle ne touche pas le sol? Car nous avons 4 roues sur des systèmes de suspension indépendants les uns des autres. Comme quoi, je peux passer celle-ci indépendamment de celle-ci, et idem ça. Et tout ça fonctionne grâce à des élastiques qui remettent constamment en place les roues. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, vous avez aussi des pièces grises qui permettent aux roues de se bloquer contre la base. Et donc tout ça permet aux roues d'être effectivement surélevées comme ceci, aussi eh bien, de pouvoir être pliées, et si on relâche, eh bien, de pouvoir se relever comme ceci, grâce à l'élastique. Et donc forcément, comme je peux descendre toute ma base, de ce fait, je vais aussi descendre la roue, et la roue, quand elle va toucher le sol, eh bien, forcément, quand je vais rouler, la roue va rouler en même temps que mes roues normales, et en roulant, eh bien, elle va activer la roue dentée ici, qui va activer celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, celle-ci, activant la mitrailleuse au bout. Et donc, logiquement, quand je roule, eh bien, alors je vais montrer ça un peu de côté, je pense, comme ceci. Quand je roule, je vais tirer mes projectiles. Quand je pousse vraiment le véhicule tout en bas et que j'appuie bien. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un des mécanismes, mais n'allez pas croire que ça s'arrête là, car effectivement, ce mécanisme-là possède plusieurs fonctionnalités, enfin, entre guillemets, a plusieurs nuances de fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, eh bien, si je veux, je peux donc, comme je dis, baisser mon véhicule juste ici, juste là, donc tout est vraiment indépendant. On peut en faire quelque chose d'assez rigolo, c'est comme si on avait une sorte de flanc un peu, c'est très particulier, je trouve, mais ça marche vraiment bien. Et surtout, le fait est que quand je mets mon véhicule au sol, je ne suis pas obligé de tirer, car effectivement, je peux mettre au sol sans spécialement que la roue du mécanisme touche au sol. Donc comme par là, je fais rouler mon véhicule très proche du sol, mais je n'active pas le mécanisme. Alors que là, je vais l'activer. Mais là, ça passe. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas une sorte d'interrupteur on-off. C'est vraiment tout un tas de nuances, de gris, si vous voulez. Donc entre debout, entre tout baissé, vous avez aussi au milieu, sur les côtés, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez vraiment le contrôle du véhicule dans vos mains. Voilà. Qui plus est, ce mécanisme-là, certes, permet de tirer, mais... Alors, tout comme ceci. Voilà. Mais, alors, excusez-moi, je n'ai pas montré ça. Je ne vous ai pas trop montré ça, mais ce n'est pas le plus important. Mais il permet aussi, hop là, de détacher la partie arrière, c'est fait exprès, de la mettre sur la barre qui ressort, et ainsi d'avoir, comme vous pouvez le voir ici, une foreuse qui tourne. Et forcément, la foreuse qui tourne, eh bien, reprend des éléments assez classiques des véhicules de colle. Par exemple, là encore, 2013 avec sa fameuse foreuse. Hein. Donc voilà. Donc en clair, le mécanisme a une double fonctionnalité. Il peut tirer, mais il peut aussi servir à faire pivoter la foreuse, qui sert aussi de réacteur à l'arrière. Et enfin, on va arrêter avec le cockpit, donc on part vers l'avant. Et donc, comme vous parlez, le cockpit est entièrement fait autour des mécanismes. Hein, on peut carrément voir les roues dentées qui sont encore apparentes. Et surtout, on a un cockpit qui, certes, a l'air petit, mais qui est double place. En effet, on a joué des cockpits double place au Jaguar auparavant, mais c'est souvent avec des gros véhicules volants, comme par exemple le Ninjacopter qui a des grosses vitres. Là, comme vous pouvez le voir, ils ont réussi avec très peu de pièces, enfin avec très peu d'espace, à placer les deux figurines. Alors, bien sûr, pour ce faire, il faut que ce soit l'île Nelson qui soit un peu de côté, comme part, enfin qui soit mis un peu en diagonale, mais ça passe sans problème. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, parce que je vous rappelle que là, le véhicule n'est pas vraiment complet. En effet, il nous reste toujours la partie détachable qui, elle, peut se mettre à l'arrière, comme ceci. Donc, on la clip très facilement et on la déclipe tout aussi facilement. Et donc, elle permet de faire gagner au véhicule plus de masse, comme ceci. Et aussi, alors vous pouvez soit les mettre effectivement comme ça. Donc, attendez, par contre, soit les mettre
ça comme ça, soit comme sur la boîte, avec les sortes de canons ici. Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de notre Rockroader. J'ai juste donné les dimensions assez rapidement, et puis on aura terminé avec le modèle. D'accord. Voilà, donc. Effectivement, je vérifiais ça, mais c'est vrai qu'en termes de sens, là, selon le mode d'emploi de la boîte, ils préfèrent mettre les lames à l'avant et les réacteurs à l'avant. Donc c'est un peu à votre façon de faire. Là, je vous ai montré les deux, donc ce sera après à vous. Donc oui, ce que je voulais faire d'abord, une petite comparaison de taille par rapport à notre call. Donc comme on a un véhicule qui est vraiment assez massif, je trouve, qui est assez élevé, ça par rapport à une figurine normale, il est quand même assez gros. Et justement, en termes de dimension, eh bien, nous sommes dans du 22 cm de long, 13,5 de large et 6 à 12,5 de hauteur. Alors 6,5 c'est pour l'avant du véhicule, hein, ici, et 13,5 c'est pour le haut jusqu'ici. Donc vous pouvez faire une sorte de moyenne entre les deux si vous voulez, comme le véhicule eh bien, est en biais, incliné, donc forcément il n'y a pas vraiment de taille nette, quoi. Il y a une taille qui commence en bas, une taille qui finit en haut. Il n'y a pas vraiment de taille unique pour toute la hauteur du véhicule. Mais je commence à être de moins en moins clair, donc je vais m'arrêter là, je pense. Voilà pour ça, et maintenant je vais mettre les figurines dans le cockpit, et nous en aurons fini cette revue, bien évidemment je vous ferai un petit bilan. Et donc bah justement, je pense, est-ce que c'est tout? Non, normalement je n'ai rien oublié. Donc vous pouvez soit mettre l'île Nelson dans son véhicule, hein, quand il est dessus, soit dans le cockpit. Comme on l'a déjà mis dedans, on va le mettre dans le cockpit, comme ça vous pourrez un peu mieux voir comment ça fonctionne. Et donc, est-ce que ce modèle, je vous le conseillerais ou pas? Eh bien oui, je peux vous le conseiller parce que je trouve vraiment que c'est un modèle qui est assez original, personnellement, Ninjago, et qui est vraiment fun à jouer avec, surtout. C'est surtout ça que je vais retenir, c'est qu'il est vraiment très fun en termes de jouabilité, et ce, pour plusieurs raisons. Donc déjà, commençons par moi, le point qui m'a le plus intéressé, c'est les suspensions. Alors des suspensions dans Ninjago, on avait joué par le passé, effectivement, on pourra citer le buggy des Funkpire ou encore le buggy de Lloyd en 2015. Néanmoins, c'est des suspensions quand même qui étaient assez limitées, si je puis dire. Voilà, comme on peut voir, on peut bien mettre tout le monde, hein, il suffit vraiment de les... Attendez, parce que là... Ceci. C'est des suspensions assez limitées. Alors que là, comme on peut voir, on a vraiment une suspension eh bien par roue, ce qui fait que c'est vraiment très rigolo, je trouve, de jouer avec le modèle, parce qu'on peut, voilà, on peut s'amuser à faire comme ça, on peut aussi baisser les roues juste arrière, ou alors aussi baisser les roues avant. On a vraiment un contrôle total sur le véhicule, comme par exemple, je le mets vraiment très proche du sol, et donc tout ça fait que c'est vraiment très fun de jouer avec ce modèle-là, parce que c'est quand même assez unique, et la sensation qu'on a quand on joue avec, justement, est vraiment différente de tous les autres véhicules Ninjago auxquels j'ai pu jouer, avec lesquels j'ai pu jouer par le passé. Donc ça, c'est vraiment un point très fort, je trouve vraiment, c'est le point du set, c'est les suspensions qui fonctionnent vraiment au top, et qui, en plus, justement, suspensions qui ne sont pas là juste pour faire beau, mais aussi qui influe directement sur le mécanisme. En effet, le mécanisme qui permet de tirer comme ça en mode très proche du sol. Mécanisme qui en plus eh bien, a deux fonctionnalités, soit tirer, soit le coup de la foreuse, foreuse qui reprend justement les véhicules emblématiques de Cole par le passé. Et donc, tout ça fait que on n'a pas juste plein de mécanismes qui sont mis les uns sur les autres, entre guillemets, qui sont mis les uns sur les autres sans aucune vraiment réflexion, mais on a plutôt eh bien, un ensemble de mécanismes qui fonctionnent tous en accord les uns avec les autres. Quoi. En clair, ils se complètent les uns les autres, et tout ça permet d'avoir un modèle qui est vraiment cohérent à ce niveau-là. Modèle certes effectivement cohérent donc, au niveau des mécanismes, mais par contre, et c'est peut-être le petit problème avec ce set-là, c'est que, enfin un des problèmes avec ce set-là, tout du moins, c'est que, eh bien, si les mécanismes et la construction est cohérente, dans le sens où, comme on parle, le cockpit se fait vraiment autour des roues dentées, sans spécial, et le tout s'assemble plutôt bien ensemble, eh bien, le fait est qu'on a quand même beaucoup de formes, comme j'ai dit, et de couleurs différentes, quoi. On passe de formes très angulaires à des formes plus courbées, à des formes très spécifiques comme ceci, avec la chaîne à ce niveau-là, et tout ça, effectivement, peut provoquer un problème en termes de design, quoi. On a peut-être un manque d'homogénéité, un manque de cohérence en termes de design qui peut ressortir. Moi, je m'y suis fait, mais après, c'est vrai qu'on a quand même voilà, on a des formes très carrées qui clashent avec des formes plus courbées. Et ça, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le Titanium Ninja,
Tumblr, effectivement, qui est, lui, qui a des formes beaucoup plus cohérentes. Et là, c'est un peu moins le cas, voilà. Et donc ça peut être un petit problème. Autre problème aussi pour le set, eh bien la structure. La structure des sols de pierre aide pour la jouabilité, certes, mais là encore, c'est typiquement, selon moi, une structure sympa sans plus, en clair, qu'on construit, mais qui n'a rien vraiment de spécialement intéressant, voire incroyable, quoi. Donc en clair, elle passe le temps, mais ça s'arrête là. Et donc ça, c'est toujours un peu dommage, je trouve, parce que bon, ok, ça aide pour la jouabilité, mais c'est tout, quoi. C'est pas une... Voilà, c'est un peu dommage, je trouve, parce que ça apporte pas grand chose de plus, quoi. Ça amène de la diversité à la jouabilité, certes, mais en termes de construction pure, en termes de design pur, ça, selon moi, n'amène à rien. Après, honnêtement et globalement, le véhicule de Cole, moi, je l'aime beaucoup. Malgré ces défauts-là et malgré le fait qu'on ait une structure un peu dommageable, eh bien, je trouve que c'est un véhicule qui rend vraiment bien, qui est dynamique, qui a une forme qui encore reste originale par rapport aux autres véhicules Ninjago. C'est aussi un véhicule 2 ans qui possède ce côté un peu jouabilité étendue. Et donc tout ça en fait pour moi vraiment un bon véhicule, malgré quand même quelques côtés un peu limités par-ci, par-là. Voilà. Mais moi, en tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et qui, en plus, en termes de figurines, je pense, fonctionne bien. Effectivement, Cole Eric, c'est plus ou moins exclusif du fait qu'il est juste son imprimé différent. Le ninja pourpre aussi est quand même un élément assez important à noter parce que là encore, tout comme Echo Zane, eh bien c'est une figurine qui est apparue enfin c'est un personnage qui est apparu très récemment dans la série, hein, il est apparu dans Skybound donc en début d'année, et on l'a déjà en 7. Donc le fait que de plus en plus Lego, j'ai l'impression, tente de lier la série et les jouer ensemble, et bien ça c'est quand même un plus indéniable. Par exemple, je veux dire, Misako est apparue en 2013, et on l'a attendre 2015 dans cet ultra coûteux avant de l'avoir. Donc je suis quand même assez content que Lego maintenant propose des personnages en figurines très tôt après leur arrivée, ou très rapidement après leur arrivée dans la série. Voilà, donc ça je trouve que c'est quand même aussi un plus selon moi. En plus aussi de reprendre le côté un peu 2011 avec la cagoule, et donc là encore de faire un peu un lien avec le passé, comme ce qu'est Rise of the Villains. En tout cas, je pense on leur dit beaucoup. Moi, c'est vrai que je peux vous recommander, même s'il n'est pas non plus exempt de défauts. Maintenant, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien, j'espère que... non, j'espère, c'est vous pouvez les poser si vous le souhaitez. Hein, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, et puis excusez-moi si j'étais un peu long sur certains passages. En tout cas, j'espère avoir été assez clair. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut à toutes.